Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous sommes des fantômes et... Vos histoires ne m'intéressent pas. Parce que je la respecte plus, elle morte que vous tous vivants. Fleur de cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. Comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Avant, j'attendais la validation sociale quand j'avais la vingtaine en me disant, et en fait, le bizarrium, le nom est tiré du fait qu'on me disait que j'étais bizarre, alors que maintenant, c'est étonnant d'ailleurs, parce que maintenant, plus le sujet intéresse et moins on trouve ça bizarre, alors que moi, il y a 10-15 ans, tout le monde trouvait ça absolument abominable. Et puis à ton âge, c'est vrai qu'à... Oui, t'étais très jeune. 23 ans, on nous demandait un peu, quoi. On me disait, mais elle n'a pas fini sa crise d'ado, ou... Enfin, voilà, et donc du coup, non, ça a été assez naturel, mais il a fallu vraiment que je prenne confiance en moi, et le bizarrium m'a aidé à assumer qui j'étais. Et là, ça a été le déclic, et j'ai dit, non, mais en fait, je m'en fiche de ce que les gens y pensent, j'y vais. Si ça marche pas, tant pis. Si ça intéresse que 5 personnes, tant pis. Mais je continue, quoi. Voilà. Pour ce nouvel épisode de Fleur de cactus, qui met en lumière un nouveau récit de vie, je vous propose de découvrir Juliette Caz. Elle est youtubeuse, blogueuse death style, chercheuse indépendante et tout récemment maîtresse de cérémonies funéraires. Bref, ses activités professionnelles sont axées exclusivement sur l'étude de la mort à travers un prisme anthropologique et archéologique. Aujourd'hui, un peu d'archéologie avec l'histoire d'un chiropracteur, Monsieur Don. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur sa chaîne YouTube Le Bizarrium qui compte bientôt 50 000 abonnés, où elle raconte différents rites funéraires à travers le monde, où elle explique l'origine d'objets funéraires ou encore l'histoire autour de fouilles archéologiques ayant marqué l'histoire. C'est en faisant mes recherches sur la thanatologie, l'étude de la mort, que je suis tombée sur son blog qui s'appelle aussi Le Bizarrium, où elle regroupe toute l'actualité autour de ces différentes découvertes réalisées sur le terrain. Alors moi, jusqu'à il y a quelques années, je savais pas vraiment que la thanatologie existait parce que même dans le milieu universitaire, j'étais un petit peu toute seule dans mon monde. C'est-à-dire que quand j'étudiais l'archéologie et l'anthropologie, déjà autour de moi, personne voulait se spécialiser dans le funéraire. Donc moi, j'étais un peu toute seule dans ma promotion universitaire à vouloir faire ça. Et le problème, c'est que mon université n'était pas du tout versée là-dedans non plus. C'est-à-dire qu'il y a certaines universités qui sont plus ouvertes sur le sujet de l'archéologie funéraire et de l'anthropologie biologique. Mais moi, où j'étais, non. Donc, il a fallu que je cherche beaucoup de mon côté. Sauf qu'à l'époque où j'étais étudiante, il y avait beaucoup moins de choses sur Internet que maintenant. Donc, moi, j'ai fait mon petit parcours comme j'ai pu. C'est-à-dire que j'ai fait mes fouilles archéologiques. À côté de mon cursus, j'orientais mes lectures vers ce qui m'intéressait. Et petit à petit, voilà, je me suis orientée vers ça. Donc, ça m'a attirée du point de vue de l'archéo et de l'anthropo, mais à l'époque, même si on avait des historiens de la mort qui dataient d'il y a déjà quelques décennies, c'est vrai qu'à l'université, on nous enseignait très très peu ce sujet-là. Et donc, il a fallu du temps, c'est-à-dire que moi, j'étais étudiante il y a 10 ans, et déjà plus de 10 ans, et ça passe vite. Et en fait, il a fallu, il y a 4-5 ans, pour me rendre compte que il y avait une possibilité peut-être de parler de ce sujet-là du point de vue scientifique, mais ça faisait partie quand même d'un sujet de niche où les chercheurs étaient assez discrets. Donc voilà, il a fallu constituer quand même pour moi un réseau là-dessus. Et maintenant, ça va, vu qu'il y a Internet, les réseaux, etc., c'est plus facile de communiquer. Voilà mon chemin un petit peu par rapport à la thanatologie. Et tu as créé le Bizarrium. C'est ça. En 2017, c'est ça. Voilà. Donc un média sous forme de blog, un média death style. Oui. D'ailleurs, j'aime beaucoup le jeu de mots. Oui. Et justement, est-ce que vivre avec la mort est un style de vie salutaire dont tu souhaites faire la promotion ? Alors non, pas forcément, dans le sens où moi-même, je
je vis avec la mort de par mes recherches, etc. Mais chez moi, par exemple, vous trouverez très peu d'allusions à la mort, c'est-à-dire que, en fait, j'ai remarqué au fil de mes recherches et au fil de mon expérience professionnelle dans le milieu, il y a différents types d'adeptes, on va dire, d'intéressés autour de la mort. Il y a ceux qui vont vraiment en faire un art de vivre, qui vont avoir ça chez eux, qui vont le mettre en exergue, qui vont s'intéresser au symbolisme. Pour autant, ces personnes qui vont s'intéresser au symbolisme sont peut-être juste incapables d'aller travailler avec les défunts directement. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire que, bon, même si chez moi, il y a 2-3 choses qui rappellent forcément la mort, c'est assez minime. Et par contre, je fais partie de ces gens qui sont plus aptes à venir travailler avec les défunts au quotidien, que d'en apprécier le symbolisme. Voilà. Moi, je suis plus de la première catégorie, je crois. D'accord. Je crois qu'il y a 2 équipes, quoi. C'est assez intéressant. Et justement, on confronte les points de vue et on se dit, ah ouais, mais non, mais moi, je pourrais pas. Donc, c'est intéressant. Et pourquoi t'être formée dans les pompes funèbres ? Tu as un diplôme en conseiller funéraire et maître de cérémonie. Et j'aimerais te demander comment cette idée a germé en toi, mais avant, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ? Pour travailler dans les pompes funèbres, la plupart des postes, il faut un diplôme national. Pour être conseiller funéraire et maître de cérémonie, il faut aussi avoir un diplôme. Donc, ça se passe en fait grâce à des formations, donc une partie théorique et une partie pratique. Et après, on passe l'examen devant un jury et à l'écrit, sachant qu'il y a une note minimale qui nous fait annuler en fait notre participation si on n'est pas assez bon. Donc, si c'est éliminatoire, donc c'est quand même assez strict. Et donc, à ce moment-là, quand on suit ces formations, on est aussi en stage sur le terrain et on va apprendre, pour la partie conseiller funéraire, l'aspect bureau, soins avec les familles, accompagnement, logistique des convois, logistique des funérailles. Si on a accès à une partie technique, comme ça a été le cas pour moi, moi, je faisais le suivi des défunts de A à Z. Donc, j'allais les chercher, je les installais en chambre froide. Le lendemain, je voyais le thanatopracteur. Je lui disais, j'ai une photo de la personne, il faut la coiffer comme ça. La famille n'aime pas ci, n'aime pas ça, il faut lui mettre tel bijou. Voilà. Le conseiller funéraire, il peut avoir plein de facettes différentes. Il y a des gens qui ne verront jamais un défunt parce qu'ils n'ont pas de salle technique à proximité. Et puis, le maître de cérémonie, c'est celui qui va faire la cérémonie et qui, du coup, va accompagner le défunt et la famille jusqu'à la crémation ou jusqu'à l'inhumation. Donc là aussi, c'est un rôle assez important parce que tout le monde nous regarde. Donc, on n'a pas intérêt à se tromper et surtout, on n'a pas intérêt à cafouiller sur certains éléments. Et je pense notamment au prénom, aux détails. Donc, voilà, ça demande une attention de chaque instant. Et aussi au niveau de l'organisation des gestes du convoi de porteurs, parce que voilà, on n'est pas tout seul dans le monde du funéraire, on est plusieurs à travailler ensemble. Donc voilà, c'est vraiment organiser tout ce petit monde pour que tout se passe bien. Donc du coup, moi, j'ai décidé de faire ce diplôme. Pourquoi ? En fait, quand j'étais plus jeune, j'aspirais à travailler dans les pompes funèbres. C'était un rêve, sauf qu'à l'époque, on ne nous disait pas en conseiller d'orientation que on pouvait travailler dans les pompes funèbres. Enfin, je veux dire, non, c'était pas du tout envisageable. Mes parents savaient depuis que j'étais jeune que je voulais faire ça, mais ils m'ont dit plutôt, essaye de voir via d'autres études peut-être un peu plus longues, parce qu'on était à une époque où on valorisait beaucoup les études universitaires, assez longues. Donc, du coup, ils m'ont dit, essaye de voir si tu peux pas te rapprocher de la mort autrement. Donc, j'ai attendu d'avoir 30 ans et la maturité nécessaire. Les épaules et pour le faire temps, un surtout, tel métier. voilà, pour aller passer le diplôme sans justement dépendre de qui que ce soit et à ce moment-là faire vraiment ce que je veux. Et j'ai choisi la période de l'année dernière. Pourquoi ? Parce que, en plus, avec le Covid, c'est vrai que c'était l'occasion de venir apporter des mains en plus au niveau logistique et au niveau sanitaire, parce que voilà, il y en avait vraiment besoin à ce moment-là. Donc cette idée, comment tu as décidé de sauter le pas en fait et de te former là-dedans ? C'était vraiment juste parce que là c'était l'instant idéal pour le faire ? Oui, plus jeune en fait, je n'aurais pas eu, je pense, la maturité de le faire. Et puis aussi à titre personnel, il faut prendre du recul sur soi pour voir si on a des choses à traiter ou pas par rapport à ce sujet-là. C'est-à-dire que moi j'ai vu en formation des gens au bout de 2 jours qui craquaient et ne supportaient pas l'idée de certains deuils difficiles, qui n'avaient pas réglé de problème avec eux-mêmes. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à 2 fois avant de se lancer et savoir est-ce que je vais dans les pompes funèbres pour me soigner moi ou est-ce que j'y vais pour aider les autres. Si la première réponse est la bonne, à ce moment-là, il faut attendre encore et continuer à travailler sur soi parce que sinon, ça peut aller que à la catastrophe et on ne peut pas se permettre dans les pompes funèbres d'absorber la douleur des autres ni de faire des transferts. Alors, des fois, c'est pas facile, mais nous, on est là pour accompagner, pas pour faire éponge.
Donc, il faut Et vraiment y c'est aller. ça, justement, j'allais en Ouais. venir là. Comment on fait pour canaliser la charge émotionnelle qu'il y a autour d'un tel métier? Parce qu'alors, il faut traiter avec les familles endeuillées, toute la tristesse qu'il y a autour d'elles. La formation est là pour ça, c'est-à-dire qu'on a des parties qui sont liées à la psychologie du deuil. Il faut savoir du coup qu'on a le travail de deuil vient après le processus de deuil. Donc le travail, lui, il est volontaire, tandis que le processus, lui, c'est quelque chose de naturel, le choc, etc. Voilà, on a différentes phases, bien sûr, dans le deuil, et ça, c'est la première chose qu'on nous explique. Mais nous, en tant qu'individus extérieurs, on doit garder vraiment la tête froide. Je sais pas, si on est un peu ému, on va se pincer un peu la main discrètement, regarder les dalles au plafond et on va attendre que ça passe. On n'est pas du tout à l'abri de ça et même avec les années, d'après mes collègues, il y a des fois c'est difficile parce que soit ça nous renvoie à nous-mêmes, soit parce que l'émotion est très forte et encore plus quand c'est des morts soit très violentes, soit accidentelles ou bien sûr l'angoisse de tout le monde, les enfants. Donc ça, c'est des choses, on nous prépare en amont, mais il y a des personnes qui s'y habituent jamais et de toute façon, la mort, on a beau travailler avec et la côtoyer tous les jours, on ne s'y habitue pas vraiment. Voilà. Mais un maître de cérémonie m'avait dit qu'il mettait plusieurs jours après une cérémonie. C'était pas quelque chose d'anodin, même si j'imagine que dans certaines pompes funèbres, après ça aussi c'est notre discussion, des pompes funèbres type coopérative funéraire n'ont pas du tout le même système de fonctionnement qu'une pompe funèbre classique. Parce que l'humain est au cœur de la vision de la coopérative, alors que dans une pompe funèbre, c'est plutôt le capital. Bien sûr. Donc après, oui, j'imagine que le laps de temps laissé au maître ou à la maîtresse de cérémonie dépend aussi de l'institution, de l'entité avec laquelle il travaille, quoi. C'est sûr que si on a deux enterrements dans la journée, un le matin, un l'après-midi, faut être carré, quoi. On n'a pas le temps de s'épancher sur nos propres émotions. Je veux dire, c'est pas possible. Si on doit avoir la tête partout pour réfléchir au bon fonctionnement de notre convoi et à sa logistique, c'est pas le moment de penser à la cérémonie de ce matin. Évidemment, il y a des choses qu'on ramène à la maison. Et d'ailleurs, moi, dans le cadre du travail funéraire, j'apprécie beaucoup plus l'aspect technique, c'est-à-dire avec les défunts, les convois, aller les chercher ou au pire, accompagner les porteurs, installer les registres, etc., que purement l'accueil des familles. Pour moi, c'est plus simple de traiter directement avec la mort dans ce qu'elle a de biologique que de l'émotionnel à ce niveau-là. Tu as dit au début de cet entretien que tu as toujours été fascinée par la mort depuis petite. Comment c'est né, ça, cet attrait pour la mort et d'en avoir fait, d'avoir canalisé toutes tes activités autour de ce thème-là? Mes parents, ils m'ont dit que très très tôt, il y avait un intérêt vraiment poussé pour ça. C'est-à-dire que de part, il y avait plusieurs parties. Il y avait la partie musée. Je regardais des VHS où il y avait des momies égyptiennes, je trouvais ça fascinant. Je comprenais, pourtant, on va dire vers 5 ans, je comprenais qu'il y avait des gens morts, qu'on les conservait et que ça servait à quelque chose. Évidemment, à 5 ans, on n'a pas le recul nécessaire pour tout comprendre au niveau de la complexité de la mort. Ça va avec son âge. Néanmoins, très très tôt, j'étais au courant que quand on mourait, on pouvait finir en momie ou finir dans un cimetière ou autre. Donc, mes parents m'emmenaient au cimetière puisque j'ai mes ancêtres qui sont au cimetière, donc on a une culture funéraire très forte dans ma famille. J'ai des parents qui ont leur vécu par rapport à la mort, qui fait que c'est un sujet qui n'est pas du tout tabou. Et puis, surtout, j'ai toujours posé des questions là-dessus, j'ai toujours été très attirée. Puis même plus petite, je disais je parle avec papy, mais papy il était mort, quoi. Donc voilà, ma famille a pris le parti d'en rire, mais ils ont pris ça au sérieux. Ils se sont dit non pas que j'étais dérangée, parce que j'étais une petite fille qui, comme plein de petites filles ou petits garçons, se fait des amis imaginaires, mais je me suis quand même démarquée assez tôt. Et puis le seul moyen pour moi à l'époque de m'intéresser à la mort, c'était de devenir égyptologue ou archéologue. Pour autant, je disais à mes parents, et là on ne sait pas du tout comment j'ai su ça, que je voulais mettre du rouge à lèvres sur des gens morts comme métier. Et là aussi, ils se sont dit... C'est beau comme formule. C'est spécial. Oui, mettre du rouge à lèvres sur les défunts. Ouais, mettre du rouge à lèvres. Et ils ne comprenaient pas parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. Les thanatos, ce n'était pas connu du tout.
le milieu funéraire, c'était très éloigné de ce que mes parents connaissaient, donc on ne sait pas du tout comment mon papa et ma maman, ils ont des parcours de vie où ils ont été beaucoup confrontés à des décès. Mon papa, il est guide de haute montagne. Donc, lui, tous ses copains sont morts dans les années 70. C'était des époques très particulières dans la haute montagne où on n'avait pas les mêmes équipements que maintenant. C'était encore très expérimental sur certains abords. Donc, du coup, lui, la mort, il la connaît d'un point de vue personnel et du point de vue de ses amis qui ne sont plus là. Et donc, du coup, j'ai toujours baigné dans cet univers de l'alpinisme et de l'himalayisme, où j'adore m'entretenir avec les alpinistes parce qu'ils ont des réflexions sur la mort qui sont extraordinaires. Non seulement parce qu'ils savent qu'elle est là, leur but, c'est de l'éviter, mais ils savent que dans tous les cas, elle peut frapper quand même, que la nature sera plus forte. Et en même temps, ils ont ce côté... ça y est, je suis arrivée en haut, j'ai envie de rester, mais je sais que si je reste, je meurs. Donc, il y a vraiment... Ouais, c'est une drogue. Ah ouais, il y a une mentalité super étrange et moi, ça m'intéresse beaucoup à ce niveau-là. Donc, oui, du côté de mon papa, c'est depuis que je suis petite que je connais ça. Et puis, ma maman, elle est très versée aussi dans d'autres philosophies. Donc, du coup, voilà, j'ai un environnement qui était favorable à l'ouverture d'esprit à ce niveau-là. Tu as écrit un livre que j'ai acheté, que j'ai adoré, que j'ai trouvé super, qui s'appelle Funèbre tour du monde des rites qui mènent vers l'autre monde. Oui. Quelle est la genèse de ce livre ? Moi, j'ai toujours voulu écrire. C'est quelque chose qui... j'avais toujours dit que j'arrêterais le Bizarrium le jour où je publierais un livre. Et au final, c'est arrivé super tôt. Moi, je pensais que ça arriverait au bout de, 5, 6, 7 ans de Bizarrium. Et en fait, non, c'est arrivé au bout de 2-3 ans. Enfin, 3 ans, ouais. Donc, du coup, c'est allé très, très vite. La genèse, c'était vraiment, j'avais envie de partager. Je partageais déjà beaucoup bénévolement avec les gens sur la toile, etc. Mais c'est vrai qu'écrire un livre, c'est un objet qui reste dans le temps. C'est peut-être ma façon à moi d'exprimer aussi, au lieu d'avoir des crânes, d'exprimer une sorte de vanité peut-être, de ne pas vouloir mourir au final. Hein, quand on publie, c'est qu'on n'a pas envie de mourir forcément d'une certaine façon. Donc du coup, c'était vraiment le fait de partager aussi... trouver un espace pour parler de choses, de voyages, un petit peu de mes voyages notamment, et j'ai pas trop pu, bien sûr, m'épancher dessus, mais mentionner le fait que ça avait beaucoup bouleversé ma façon de voir les choses. Et aussi, j'avais envie justement de rendre le sujet accessible à tous, mais vraiment à tout le monde, peu importe son niveau d'études, parce qu'au final, la thanatologie et les rites, c'est souvent pour des gens qui ont déjà des connaissances sur certains concepts un petit peu poussés. Donc voilà, j'avais vraiment envie de m'adresser à tout le monde, et au final, tout le monde... beaucoup de gens ont trouvé un écho en fonction de ses connaissances et en fonction de ses intérêts dans le livre. Donc, j'étais plutôt contente. Moi, ce qui a fait écho, c'est le rituel funéraire au Tibet. J'ai vécu au Népal pendant plusieurs années et c'est vrai que quand j'ai découvert ce rite funéraire qui est haut en couleur et qui peut paraître hors norme et cinématographique et visuel, et ça n'existe pas, mais en fait si, ça existe. Donc je rappelle juste le rite funéraire dans certaines communautés tibétaines, mais vraiment dans les contrées tibétaines dans les hautes altitudes, donc qui sont très isolées, donc pratique ce rituel qui s'appelle les enterrements du ciel céleste, enterrement céleste. Inhumation céleste. Inhumation céleste. Ouais. Oui. Et donc le corps est dépecé, découpé et ensuite donné aux vautours qui viennent picorer et manger le cadavre. Voilà. Oui. tu parles donc en partie de ce rituel-là, mais c'est vrai qu'il est très frappant. Mais justement, je voulais en venir à ces différents rituels que tu compiles donc dans ce livre. Est-ce qu'il y a un rite funéraire en particulier qui t'a frappé et qui t'a appris quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a une leçon de vie particulière que tu en as tirée? Tu parles de la fête des morts au Mexique, tu parles de beaucoup de choses en fait. Et puis il y en a plein d'autres que j'aurais aimé aborder, mais je n'avais pas assez de place. Donc ça a été dur de faire un choix. Il y a celui-là notamment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tout l'aspect aussi géopolitique de la situation au Tibet.
Et en fait, j'ai voulu montrer dans le livre, et évidemment c'est assez compliqué à expliquer, mais que la suppression d'un rite funéraire pour une population venant de la part d'une autre population qui arrive sur leur contrée fait partie d'une stratégie d'élimination de ces dites populations qui se voient complètement amputées d'une partie essentielle de leur cercle social et de leur socle social. Et ça, j'ai voulu un petit peu l'expliquer, dire oui, mais en fait, le jour où on a interdit de faire des inhumations célestes, ça a été très problématique. Et ça a été problématique aussi, si on veut faire mourir un groupe social, un groupe d'individus, on leur enlève un rite important. Donc, pour certains, ça va être lié à la naissance, d'autres, ça va être lié au mariage. Et puis enfin, la mort, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve absolument partout. Si on veut vraiment leur faire du mal et les annihiler à un certain niveau, on leur enlève les rites funéraires. Ça, j'ai voulu le montrer par rapport à l'exemple tibétain. Donc, c'est un petit peu des positions, pour ma part en tout cas, engagées, de montrer que le rite funéraire, c'est quelque chose vraiment de très important pour les gens, même si pour nous, ça semble très éloigné. C'est important de le prendre en compte parce qu'en fait, on se rend compte que ça arrive tous les jours, partout dans le monde. D'ailleurs, avec le Covid et la crise sanitaire, on s'est bien rendu compte à quel point que quand on expédiait le rite funéraire, les funérailles, ça avait un impact délétère sur les familles endeuillées, quoi. Et puis, en même temps, c'est un privilège de se rendre compte à l'heure actuelle de l'impact de ce type de suppression dans l'organisation sociale, parce qu'il y en a qui le vivent depuis des centaines d'années, de façon récurrente. C'est aussi, on a la naissance de tous les syncrétismes, du moment où on a mis une religion sur une autre, qu'on a essayé de faire des mélanges de ces deux religions pour essayer de coller au rite ancien. Bon, c'est quand même des sujets qui sont un peu épineux, mais nous, on a la chance de se rendre compte qu'en 2021, oui, c'est compliqué quand on nous enlève les rites funéraires. Or, ça fait des siècles que plein de gens sont confrontés à ça. Je suis vraiment adepte du fait de mettre en avant le fait que, par exemple, on a, pour les rites funéraires, et je ne trouve pas assez, on a toute une liste, du coup, à l'UNESCO de tout ce qui est immatériel en termes de patrimoine. Les rites funéraires, on n'en a que très peu qui sont dans les listes. Il y a le Mexique, et encore, ce n'est pas vraiment un rite funéraire quand on parle del Dia de los Muertos, c'est une célébration. Mais voilà, ce qui touche à la mort, il n'y en a que deux. Il y a celui-là et un autre, et je ne sais plus lequel est le deuxième, mais c'est vraiment très, très peu par rapport à la protection du patrimoine immatériel mondial. Donc, du coup, moi, je milite pour le fait de faire comprendre que le rite funéraire, dans son histoire et dans le monde, il est hyper important et que plus on le connaît, plus on va pouvoir le préserver et peut-être défendre des éléments, des choses, se dire attendez, non, c'est pas inintéressant. Pourquoi ? Parce que ça englobe plein d'autres disciplines. Là, on le voit, par exemple, il y a les natifs américains, il y en a beaucoup qui décèdent du Covid et en fait, ils emmènent avec eux, c'était les derniers à savoir certaines choses en termes de langage, en termes de magie, de rites. Et en fait, les plus jeunes qui survivent se rendent compte qu'ils n'ont pas pu garder cet héritage-là à cause malheureusement d'une transmission qui ne s'est pas faite. Donc voilà, c'est hyper important de parler de ces peuples, parler de leurs habitudes, de leur organisation, de continuer le travail anthropologique qui est déjà beaucoup mis à rude épreuve quand il nous manque des éléments, par exemple linguistiques ou de gestes au niveau des rituels. Voilà, l'important, c'est vraiment de sensibiliser là-dessus et de dire aux gens, intéressez-vous peut-être à ces sujets-là pour qu'on puisse tous ensemble essayer de les faire survivre, même si nous, on n'est pas concernés directement. C'est un effort collectif, en fait. Tu as parlé tout à l'heure que tu avais mené des fouilles archéologiques. Tu as participé à ce genre d'activité. Et plus je parle avec toi et en lisant ton blog, plus je me rends compte que tu as fait énormément de choses, que ce soit dans le milieu académique, sur YouTube. Donc, je rappelle juste, tu as pratiquement plus de 50 000 abonnés à ta chaîne. Presque. Durement acquis, mais presque. Tu t'es formée dans les pompes funèbres, donc on dirait que tu essaies de cocher toutes les cases en lien avec la thanatologie. Et je me demandais comment ces activités-là s'éclairent les unes les autres. J'imagine que ça crée une synergie hyper intéressante parce que des activités que tu as menées auprès de musées, des activités de vulgarisation sont nourries par ton expérience sur le terrain quand tu es allée lors de fouilles archéologiques. Comment ça se passe, ces liens que tu fais d'une discipline à une autre ?
Déjà, du point de vue archéologique, je me suis rendu compte dans mes études, notamment du point de vue de l'archéofunéraire et de l'anthropobiologique, où là, on étudie vraiment le squelette. En fait, j'ai fait de l'anthropologie biologique et de l'anthropologie classique. Donc, c'est pas la même chose, hein. L'anthropologie classique, on va étudier, c'est là où j'ai axé sur les rites funéraires pendant mes études et après, par la suite, pendant mes voyages. Et l'anthropologie biologique, c'est ce qui va s'accorder avec l'archéologie funéraire. C'est histoire de pouvoir comprendre ce que les os nous disent, grosso modo. Et en fait, je me suis rendu compte, il y a, au fil de mes études, puis de mes expériences et maintenant, que plein de mes petits camarades d'anthropologie biologique avaient certes déjà vu plein de squelettes, puisque c'est leur métier, mais ils n'avaient jamais vu un vrai mort, en fait. Et je me suis dit, waouh, mais comment on peut travailler sur la mort si on ne voit pas à quoi ça ressemble du début jusque les premières heures, les premiers jours. Je me suis dit, l'apport de la formation en funéraire était hyper complémentaire pour moi, même si c'était complémentaire sur plein de points. Et j'en parlerai dans mon prochain livre, justement, que ça a éclairé plein de choses. Et puis surtout, en fait, à force, j'arrive mieux à savoir comment les gens réagissent. Ils ne vont pas avoir du tout la même réaction face à un mort archéologique, face à un mort normal, entre guillemets récent. Il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à aborder. Donc moi, ça me permet vraiment d'avoir une vue globale et de pouvoir voir comment adapter mon discours pour qu'il soit le plus franc possible sans être choquant, tout en respectant les sensibilités et les croyances de chacun. Donc tout ça, ça fait un énorme mélange sur plein de points. Et puis, moi, j'ai eu la chance pendant 5 ans, en fait, j'ai pas fait que de la thanato puisque je suis indépendante que depuis 2020. Avant, moi, j'étais dans la logistique d'expédition scientifique et en fait, c'est ça qui m'a permis de voyager et de payer mes recherches et d'aller voir sur le terrain et à ce moment-là, d'appliquer des préceptes d'anthropologie classique. Donc, c'était une expérience tout autre, mais l'ensemble a nourri chaque élément. Et en fait, tout s'imbrique plutôt bien, mais en fait, c'est un apprentissage constant, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de rester sur mes acquis, ni sur mes diplômes, ni sur mes lectures. Il faut toujours avancer. Et donc, c'est un travail vraiment de tous les jours, en plusieurs langues, parce que je n'ai pas envie de laisser à part les scientifiques qui ne s'expriment pas en anglais. Donc, moi, je vais les chercher, ces gens-là, parce que souvent, on ne les écoute pas, alors que c'est quand même eux les spécialistes de leur pays. Donc, c'est quand même bien d'aller les voir. Et donc, ça fait un échange international hyper intéressant, mais c'est du travail constant. C'est pour ça, on m'a écrit, on m'a dit oui, mais comment on fait ? Mais il faut se former tout le temps. Donc moi, j'ai choisi d'être pluridisciplinaire, mais chacun trouvera à midi à sa porte avec la thanatologie, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à voir un mort à travers le prisme de l'archéologie, comment ça peut être protecteur en quelque sorte. Oui. Comme si le poids de l'histoire, en fait, était une sorte de bouclier. Alors que quand on se retrouve devant un mort dans une morgue au XXIe siècle, dans un hôpital ou que sais-je, ça doit vraiment pas être la même expérience. C'est sûr que on a un regard différent quand on a les divers regards. Ou même, par exemple, moi j'ai travaillé en crématorium. Forcément, quand je sortais les défunts et que je devais faire mon tri dans les ossements après par la suite, parce que avant de pulvériser ce qui reste pour en faire des cendres bien propres, on a des éléments à enlever de façon manuelle avec une grande pince pour ne pas se brûler. Donc là, par exemple, j'ai eu un vrai apport avec l'anthropologie biologique, parce que moi, tout ce que j'avais étudié, c'était des restes de crémation à des chaleurs diverses et variées en fonction du bûcher. Des techniques très anciennes. Là, d'un coup, je me retrouvais avec un résultat et j'ai pu vraiment mettre en pratique ces connaissances-là et les rajouter ensemble. Mais c'est vrai que, et en fait, je me suis rendu compte de ça, c'est que mes collègues en anthropobio, il y en avait, ils avaient jamais vu un corps récent et je me suis dit, mais même manipuler un défunt, ça nous donne énormément d'indications, quoi. Moi, je vois rien que le placement de la tête d'un défunt, c'est très, très lourd, hein, une tête de défunt. On a peur de leur faire mal, il y a des gestes particuliers. On pense forcément à ce que les gens ont pu mettre en place dans le passé pour essayer de faire en sorte que tout se déroule bien. Et ça, c'est hyper intéressant et c'est merveilleux de comparer un petit peu et d'imaginer, de se dire, mais il a fallu quand même... de l'observation, des essais, j'imagine, pour contrer tous les effets naturels d'une décomposition physique, hein, bien sûr. Et nous, on réitère ces gestes des siècles plus tard, et je trouve ça hyper intéressant, quoi.
Ouais. Non, mais c'est passionnant. Au cours de mes recherches, j'ai constaté qu'il y avait une sorte de crise autour du rituel funéraire laïque, notamment avec le recul de la religion. Et on le voit, donc il y a des chercheurs aussi qui ont souligné ce phénomène-là, c'est que les enterrements laïques sont très pauvres en termes de gestes sacrés. On n'a pas d'outils pour dire au revoir à son défunt si on n'est pas spirituel ou si on n'a pas de religion. Et par exemple, je prends l'exemple de l'incinération. Donc l'incinération devient de plus en plus usitée par les familles. Or, c'est une pratique qui vient d'autres pays qui ont une histoire millénaire avec cette pratique-là. Et en France, bien, il faut savoir que quand on incinère les restes d'un proche, il n'y a plus de lieu de recueillement, à moins, encore une fois, d'avoir des outils spirituels ou d'avoir une éducation religieuse pour pouvoir faire son deuil et pouvoir évoluer avec son défunt d'un point de vue psychologique et émotionnel. Et donc, toi, quelle est ta position vis-à-vis de ce constat ? Je crois que dans tous les cas, ce qui est très très important en amont de tout ça, c'est de prévoir ses funérailles, d'en parler avec sa famille, de pourquoi pas si on est en âge pouvoir faire des contrats pour voir comment on organise tout ça, parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser sa famille dans le désarroi le plus total, qui ne sait pas quoi faire. Pour ce qui est des rites maintenant, du manque en effet de gestes particuliers, c'est vrai que moi ça m'a beaucoup perturbée quand je faisais ma formation de maître de cérémonie, de voir que certains maîtres de cérémonie calquaient la messe d'enterrement, enfin l'enterrement catholique, pardon, qui le calquaient en version laïque, quoi. Je me disais, mais à quoi ça sert du coup si on a exactement la même chose ? C'est un peu bizarre. Bon, bref. Mais en fait, les gens ne se rendaient pas trop compte de la différence, déjà parce qu'ils étaient un peu dans le coltard, et puis aussi parce qu'ils ne savent pas trop, au final, comment ça se passe. Les gens sont très désinformés. Donc, du coup, c'est sûr que moins on informe, plus les gens se laissent faire parce qu'ils pensent que c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis, la culture du funéraire est quand même très axée autour des rites catholiques. Enfin, même on le voit au cinéma ou dans les livres. Bien sûr, c'est socialisé avec ce genre de pratique, ouais. Voilà, enfin nous dans le protocole, c'est la base, enfin c'est très basé là-dessus bien sûr. C'est vrai que il y a tout à faire, du moins en France, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec notamment la notion d'avoir nulle part où se recueillir, et que du coup c'est hyper important. Même un petit hôtel, quelque chose, une plante dans un jardin, ça peut faire office de lieu de recueillement si on n'est pas dans un columbarium, si on a été dispersé dans un jardin du souvenir, par exemple. Néanmoins, c'est quand on compare avec d'autres sociétés qui, elles, vont plutôt faire la crémation. Alors, du coup, j'utiliserais plus crémation qu'incinération, parce qu'incinération, c'est pas dans le jargon funéraire, hein, c'est plutôt crémation ou crématisation. Voilà, pour les humains, c'est plutôt comme ça. La crémation, dans d'autres pays, en fait, c'est juste qu'il y a des notions animistes qui vont autour. Donc, l'âme, elle peut aller dans des objets, elle peut aller dans des animaux, donc c'est beaucoup plus facile de se rattacher à ces croyances-là pour eux et à se dire, oui, mais mon défunt n'est pas vraiment parti, puisqu'il peut être partout, il peut être dans ce caillou, il peut être dans ce nuage. Alors que nous, vu qu'on ne baigne pas dans ce type de croyances, c'est très difficile. Oui, la réincarnation est au cœur de ces croyances-là. Bien sûr, ou du moins le fait que les 40 jours, par exemple, nécessaires au deuil, l'âme est encore là, elle se promène, et puis au bout d'un moment, au revoir, il faut lui faire un au revoir définitif. Bon, chez nous, c'est compliqué parce que si on n'a pas de religion, on n'a pas tous ces codes. Non. Donc oui, il faut tout réinventer et essayer d'y réfléchir parce que y a trop de gens qui se retrouvent dépourvus, démunis face à ces situations. Donc là, c'est vraiment les acteurs du funéraire qui doivent inviter les gens à aller vers tout ça. Et toi, tu as pu le constater sur le terrain quand tu étais en formation lors des cérémonies qu'il y avait les familles étaient désemparées face à la mort, qu'ils ne savaient pas trop comment faire face au deuil, face à la perte d'un point de vue spirituel. Après, social, psychologique, ça peut se travailler avec un psy à la rigueur. Et peut-être que le psychologique peut travailler sur le spirituel. Mais est-ce que toi, tu as pu constater ce manque-là chez les familles ? Alors, moi, j'ai eu la chance d'être formée dans une boîte qui était
très, comment dire, issu d'une culture où le mort a toute sa place et qui plutôt d'influence méditerranéenne, qui du coup faisait écho, moi, à mon propre rapport à ma mortalité et à la mortalité des autres. Et le patron, il me disait, mais tu verras, nous, les gens qui viennent dans les pompes funèbres, au début, ils sont perdus, ils sont tristes, mais tu verras, ils repartent pas en pleurant. Et en fait, c'était assez étonnant parce que c'était vrai. C'est-à-dire que les gens, évidemment, ils étaient tristes, ils étaient désemparés, mais comme j'ai été formée dans un milieu très humain, les gens se sentaient à l'aise assez rapidement. Et moi, je voyais, ma spécialité, en quelque sorte, c'était d'aller présenter les défunts après les avoir installés. Je mettais vraiment beaucoup de soin là-dedans. J'adorais préparer le cercueil, mettre le capiton, installer le défunt et aller le présenter aux familles, quand c'était possible, quand le malade n'était pas Covid. Tu faisais le maquillage et l'habillement aussi ou c'était pas de ton ressort? Si le thanato, s'il y avait des soins thanato, c'était le thanato. Donc le thanato, il vient, il fait son soin et après il y a présentation. Par contre, ça arrivait que je fasse des petites retouches parce qu'on les garde plusieurs jours et le thanato ne vient pas tous les jours. Donc c'est à moi aussi de connaître mon défunt et de savoir si, oui ou non, il a bougé en l'espace de quelques heures. Parce que s'il y a un problème, c'est à moi de le repérer et à ce moment-là d'appeler le thanato et de dire « Allô, attention, il y a un truc qui ne va pas ». Ça, c'est le métier du funéraire aussi. C'est pas que les vivants, c'est le mort. Il faut le veiller constamment pour qu'il soit présentable pour sa famille, parce qu'il n'y a rien de pire que de voir un défunt qui n'est pas en forme, si on peut dire, parce que nous, c'est quand même le but qu'il soit présentable, qu'il soit beau. On ne peut pas se permettre de le présenter dans un état qui ne convienne pas, parce que c'est très choquant. Donc voilà, moi je les présentais et en fait c'est vrai que je voyais les gens, ils avaient peur de rentrer dans le salon funéraire parce que de un, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir, de deux, il y en avait certains qui n'avaient peut-être jamais vu de défunt et donc moi j'avais vraiment pris l'habitude de les accueillir sans en faire des caisses, mais voilà, chaleureusement dire voilà, est-ce que vous voulez que je vous apporte une boisson, est-ce que vous voulez, il y a les fauteuils, et donc ils étaient beaucoup plus détendus. Et je les accompagnais vraiment dans cette démarche d'aller derrière le petit rideau et de présenter le défunt. Parce qu'en fait, sinon, ils ont trop peur et c'est normal. Ils se disent, mais je suis tout seul dans cette salle, qu'est-ce que je fais quoi. Donc moi, le but, c'était vraiment de les accompagner et qu'ils se sentent à l'aise. Et au final, ils étaient super contents en fait que ce soit moins protocolaire que ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Donc, vraiment voir ça de façon naturelle. Et au final, les gens, au fur et à mesure, je voyais des jours, ils se détendaient. C'est-à-dire qu'après, c'était bientôt Noël, donc ils apportaient des décos, ils apportaient des guirlandes à mettre à côté du défunt. On a eu des mini-sapins. Bon, voilà, les gens, ils commençaient à se détendre petit à petit. Et du coup, ils ont pris possession du salon funéraire, alors qu'à la base, ils n'avaient pas du tout envie de rentrer. C'était étonnant. Est-ce que tu as étayé une philosophie de vie issue de ce mode de vie très death style, comme tu le dis dans ton média? Je suis une personne très stressée, je suis très stressée par le temps qui passe, comme beaucoup de gens. Et moi, je fais partie de la catégorie, pas de ceux qui ont peur de mourir, mais de ceux qui ont peur de vieillir. Donc, c'est encore un autre problème. Là aussi, il y a plusieurs équipes. Il y a ceux qui ont peur de vieillir et de mourir un peu moins, et ceux qui ont très peur de mourir, mais de vieillir, ils s'en fichent un peu. Moi, je fais partie de la première catégorie. Donc, du coup, c'est un autre travail à faire sur moi-même. Par contre, c'est vrai que... En fait, j'ai envie de dire, ça dépend aussi à quel point on a été familiarisé avec la mort, en fait. Plus on la connaît dans ce qu'elle a de plus horrible et plus on s'adapte, j'ai envie de dire. On ne s'habitue jamais, mais on arrive un petit peu à anticiper, même si c'est quelque chose qui ne s'anticipe pas du tout. Et c'est ça qui est... Moi, j'essaye en tout cas déjà d'accepter ma propre mortalité, ce qui est déjà un gros boulot. Celle des autres, c'est un peu plus difficile. Moi, je suis encore touchée, bien sûr, par des fois des décès de gens que je ne connais absolument pas. Et je me dis, oh non, c'est bizarre d'ailleurs. Voilà, on ne les connaît pas, mais ça nous affecte quand même. Et du coup, voilà, le plus gros travail, en tout cas de mon côté, c'est travailler sur la mortalité, la sienne. Mais en même temps, j'essaye de ne pas trop y penser au final, alors que je suis toute la journée dedans. Alors que tu y penses tout le temps. Ouais, et je ne le vois plus du tout comme quelque chose de négatif, en fait. Et quand ça arrive... Là, j'ai perdu des preuves du Covid. C'est toujours triste, bien sûr, mais c'est comme ça. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est bien organiser, quoi. Mais est-ce qu'il y a des lectures en lien avec la sagesse occidentale ou orientale ou une philosophie en particulier qui t'apaise ou dans laquelle tu peux trouver une inspiration pour mener à bien ta vie ? J'ai envie de dire que je pioche un peu partout, c'est-à-dire que je vois plein de choses positives dans plein de sagesses différentes. C'est un travail très très long aussi de se renseigner sur les diverses philosophies.
des diverses sagesses qui existent parce qu'il y a des concepts qui nous sont totalement étrangers. Et moi, j'ai des souvenirs d'avoir lu le livre des morts tibétain et de l'avoir lu 6 fois et d'avoir pris des notes à chaque fois. Tant les concepts étaient éloignés, j'avais du mal même à les expliquer, à les retranscrire. Mais c'est vrai que quand j'ai des moments un peu d'angoisse, je pense oui, beaucoup aux philosophies orientales, notamment tibétaines, népalaises aussi. Ça, c'est mon chemin de vie. J'ai un papa qui est très versé là-dedans, donc forcément, c'est depuis que je suis petite que je suis là-dedans aussi. Par exemple, j'aime bien les ouvrages de Alexandra David-Néel où elle parle niveau mystique, niveau mort, et ça, c'est des lectures, par exemple, qui vont me faire du bien. Et puis, des fois, je vais aller piocher ailleurs, mais je suis quand même issue d'une famille catholique d'Italie du Sud. Donc, l'Italie du Sud, c'est le royaume de la mort, Naples, tout ça, c'est encore un monde très particulier. Donc, je me rattache à ma propre éducation, mais aussi à ce qui se fait ailleurs. Et voilà, tout ce qui est oriental m'intéresse beaucoup. Oui. Plus je rencontre des gens liés au monde funéraire, comme Juliette, et plus je me rends compte que l'image que j'avais autour des pompes funèbres était très négative et glauque. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui s'occupent de nos défunts, des personnes qu'on a aimées éperdument, qu'on a chéries, qui nous ont élevés parfois, bref, des gens à qui l'on tient. Et pourquoi avons-nous cette image ? Qui n'est pas sans rappeler toutes les peurs que nous nourrissons vis-à-vis de la mort et que l'on passe notre temps à contourner, à éviter et ne pas en parler. Les pompes funèbres renvoient aussi à la tristesse, à la perte, à la séparation, à ce que nous n'aurons pas pris le temps de faire, de soigner, de bâtir avant le grand départ. En fait, elles renvoient à tout ce qu'on cherche à éviter. Maintenant que nous avons abordé ces pas de côté philosophiques pour accepter que la mort est inévitable et que l'accepter, c'est déjà se révéler à soi comme quelqu'un de mortel, chose que l'on oublie, surtout dans une société ultra-moderne et surmédicalisée. Donc d'accord, oui, on va mourir, mais qu'est-ce que cela nous apprend ? Notre vulnérabilité nous engage à regarder notre cœur et nos peurs, elle nous engage à une introspection. Au moment du dernier instant, est-ce vraiment le montant qu'il y a sur notre compte en banque qui nous fera partir sereinement ? Ou penser que les êtres que nous aimons ne seront plus dans le besoin ? On passe notre temps à se dire si j'avais fait ceci ou dit cela. Imaginez notre état le jour de la grande séparation, où aucune marche arrière n'est possible. Nous allons entrer au cœur du sujet maintenant dans les prochains épisodes. Cultiver un état d'esprit nous permettant d'être serein à chaque instant est le cœur de la philosophie grecque antique. Vous vous souvenez le premier chapitre de Fleurs de Cactus où j'essayais de vous faire un petit topo de la philosophie stoïcienne. Mais dans les faits, comment fait-on ? Quels sont les exercices pour gagner en sérénité ? De la même façon que l'on prend soin de sa peau, que l'on fait du sport pour se sentir bien dans son corps, que l'on prend un médicament pour se soigner, nous avons besoin de se sentir bien dans notre esprit. Ressentir, renifler, remettre en question tout ce que la vie nous envoie, les malheurs comme les bonheurs, en toute conscience, sans essayer de les éviter ou de faire semblant que tout va bien, permettent cette résilience. Encore un mot galvaudé, me direz-vous, dont il est primordial, je pense, d'en comprendre l'essence. Rien de mieux que l'exploration du deuil, moment ultime d'un malheur où la vie semble s'arrêter net. Je vous invite à commenter ce podcast dans Apple Podcasts, à me dire les thèmes liés au deuil, à la mort, qui vous feraient plaisir d'écouter et que vous aimeriez que j'explore. N'hésitez pas à m'en faire part, cela me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez écouter Fleurs de Cactus sur Apple Podcasts, mais aussi Deezer, Spotify, Google Podcasts, Ocha. Je vous donne rendez-vous courant mai pour la suite de Fleurs de Cactus. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.